Je vois avec plaisir arriver Christophe Brault, par lequel va commencer la séance de ce soir. Bonsoir. Ça te gêne pas d'être en retard? Pardonnez-moi pour mon retard. Ok, oui, bon. On va tâcher d'être un peu efficace. Alors, je vous préviens tout de suite, pour que ce soit bien clair, c'est pas du tout un truc interactif. Voilà, pas du tout. Donc, s'il vous plaît, vous ne m'interrompez pas. Ça peut prêter à confusion parce que je vous parle. Donc, évidemment, vous pouvez tenter de répondre, mais bon, non, vous oubliez. Voilà, vous ne m'interrompez pas. Déjà que ça ne va pas être simple de faire tenir tout ce que j'ai à vous dire dans le temps qu'on a, mais si en plus vous vous mettez à poser des questions ou à faire des remarques, on ne va pas du tout s'en sortir. Donc ce que je vous propose, si vous avez des questions ou des remarques, c'est que vous les notiez. Voilà. Vous les notez le plus précisément possible, et puis après, vous aurez qu'à en discuter entre vous, parce que moi, après, je n'aurai pas bien le temps de toute façon. Voilà. Alors... Bon, déjà, l'apparition de l'homme sur Terre. Bon, alors je ne vous le cache pas, c'est pas très clair. En tout cas, c'est pas très facile à dater. Mais bon, disons que pour simplifier, on va commencer au début de l'hominisation, c'est-à-dire au moment où notre lignée, la lignée humaine, donc, se sépare de la lignée des autres primates. Oui, parce qu'au début, on était des primates. Des singes, quoi. Ah bah si, désolé, au début, on était des singes. Même encore aujourd'hui, on partage 99% de nos gènes avec les chimpanzés, et 60% avec les mouches, et 40% avec les pommes de terre. Non, mais c'est pour dire que tout est lié, dans le vivant, tout est lié. Et a priori, on doit avoir un ancêtre commun avec la pomme de terre. Bah si. Tu prends un être humain, n'importe lequel, et tu vois qu'il est à 99% chimpanzé, 60% mouche et 40% pommes de terre. Eh oui, ça fait réfléchir quand même. Donc, à un moment, on était des singes. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, je leur conseille vivement de se barrer maintenant parce que la suite risque de carrément heurter leurs convictions. Non? C'est bon? Ok. Donc, on va dire qu'on commence au moment où notre lignée, la lignée humaine, se sépare de la lignée des autres singes, et ça a lieu il y a 7 millions d'années, en gros. Donc là, on va dire que ça là, c'est moins 7 millions d'années, tic-tac, tac, là, c'est moins 1 million d'années, donc là, moins 500 000, en gros, là, donc à la louche, c'est moins 100 000, et donc l'invention de l'écriture, c'est où l'invention de l'écriture? Ah oui, parce que là, d'après mon échelle, 1 million d'années, ça fait 1 mètre, donc 1000 ans, ça fait 1 millimètre, donc l'invention de l'écriture, on va dire que c'est vers quoi l'écriture? Moins 4000, moins 3000 par là. Bon, donc on va dire que c'est juste là, voilà, à 5-6 mm de nous. Ah ouais, mince, on ne va pas bien se rendre compte. Bon, enfin bon, en gros, donc, les quelques centimètres qui sont là, c'est la préhistoire, enfin un bout de la préhistoire, et là, les 6 derniers millimètres, c'est l'histoire. Voilà, 7 mètres, 6 millimètres. Ok, c'est clair, vous suivez? Bon, en même temps, c'est des révisions du programme de 6e, il n'y a pas de quoi tomber à la renverse non plus. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'intention qu'on y passe la nuit, mais bon, disons pour simplifier, que là, bon, entre moins 5 millions et moins 2,5 millions d'années, il y a des trucs. Il y a des tas de trucs. Alors, il y a des paranthropithèques, des kenyanthropithèques, des australopithèques, puis encore d'autres pithèques. Et ça, c'est ce qu'on appelle les homininés préhumains. Les homininés préhumains. Ouais, non, mais le notez pas, ça, parce qu'on ne va plus du tout en parler après et vous allez vous embrouiller. Bon, les homininés préhumains, ça ne ressemble pas encore à grand-chose. Ça ressemble encore à des genres de singes, justement, mais c'est plus tout à fait des singes, parce que c'est quand même des bipèdes. Et puis ils utilisent vaguement 3 cailloux pour faire des outils, bon, mais pas plus. Ouais. Bon, on peut dire que c'est quand même un moment où on se cherche un peu, quoi. Bon, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, parce que là où ça commence à devenir intéressant, c'est là, c'est entre moins 3 millions et moins 2 millions d'années. Et puis, enfin, il y a les Homo sapiens. Bon, c'est surtout à cela qu'on va s'intéresser, à les Homo sapiens, c'est-à-dire c'est nous.
Les hommes modernes, comme on dit aussi, a priori pour ce qu'on en sait, c'est les derniers arrivés dans l'histoire. Hein, et les autres, c'est des genres de cousins. Des cousins un peu... Ouais, enfin bon, vous voyez, en tout cas, c'est pas tout à fait la même espèce que nous, voilà. Et d'ailleurs, ils ont tous disparu. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus que nous, les sapiens, sur la planète. Bon, alors, tous ces homos par rapport aux hominénés préhumains d'avant, là, les australopithèques et tous les copains pithèques, ben, ils sont quand même beaucoup plus évolués. Ben oui, déjà, par exemple, ben, ils ont une voûte plantaire. Tiens, alors je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, c'est hyper important, la voûte plantaire. Bon, et puis ils vont commencer à faire des trucs de plus en plus balèzes. Hein, comme manger de la viande, utiliser le feu, coudre des habits, fabriquer des outils, inventer des machines, hein, etc., etc. Alors bien sûr, on va y revenir, mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est pas une belle ligne bien droite, hein, temporelle, avec les différents genres qui succèdent les uns aux autres. Non, ça part un peu dans tous les sens. Les anthropologues disent que ça buissonne. Ça buissonne. Il y a des espèces qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, ça se croise, ça coexiste plus ou moins, enfin c'est un peu le bordel. Alors oui, les Homo sapiens, eux, ils apparaissent par là vers hein, moins 300 000 ans. Alors ça, vous pouvez le noter, parce que même essayez de vous en rappeler, hein, s'il vous plaît. Homo sapiens, moins 300 000 ans. Bon, et avant de vous parler de ça, j'ajoute une remarque rapide, si vous le voulez bien. Oui, alors déjà, quand je dis si vous le voulez bien, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est purement rhétorique. Hein. Je dis si vous le voulez bien, mais en fait, je m'en fous totalement, parce que si vous ne le voulez pas, c'est exactement pareil. Donc, vous la fermez. OK ? Moi, j'ajoute ma remarque rapide. Tout ce que je viens de vous raconter, là, outre que c'est à peu près le programme de 6e, donc vous êtes tous censés le savoir, et ben en même temps, c'est quand même très approximatif et surtout, c'est très récent. Hein, non seulement on ne sait quand même pas grand-chose, mais en plus, on n'arrête pas de découvrir des trucs nouveaux. Ouais, chaque fois qu'on tombe sur un bout de squelette, hein, quelque part, crac, ça chamboule tout. Ah ben non, mince, on s'était planté, en fait, c'est pas du tout ça, il faut tout changer. Alors tenez, par exemple, j'ai dit que les Homo sapiens étaient apparus vers moins de 300 000 ans. Bon, mais ça, on le sait que depuis 3 ans. Hein? 3 ans. Ben oui, parce que là, 1000 ans, c'est 1 millimètre, donc 3 ans. Non, mais vous imaginez, il y a encore 3 ans, le plus vieux fossile d'Homo sapiens connu, on le datait à moins 195 000 ans. C'était l'homme de Kibish. On l'a découvert en Éthiopie en 1967. Moins 195 000 ans. Bon, vous retenez moins 200 000, hein, sinon vous allez être paumé. Et puis, en 2017, gros chamboulement, on découvre qu'un fossile d'Homo sapiens qu'on avait trouvé au Maroc il y a déjà pas mal de temps, mais qu'on n'avait pas réussi à bien dater, eh ben, ce fossile aurait en réalité 300 000 ans. 300 000 ans. Donc là, paf, hein, la datation du premier Homo sapiens connu fait un bond dans le passé de 100 000 ans. 100 000 ans d'un coup. Donc là, bon là, 100 000 ans, ça fait que 10 cm, mais bon, quand même, on pensait qu'on était là depuis 200 000 ans. En fait, c'était 300 000. Non, mais ça vous épate pas, ça? Moi, je trouve ça dingue. Voilà. On reprend sa respiration. Vous avez bien compris que le problème, c'est le bedrock. On ne sait pas très bien où est le bedrock. Quand on fouille un site, par exemple un site préhistorique, une grotte par exemple, alors, on prend toujours le problème à l'envers, nous les archéologues. On commence toujours par le haut et on finit par le bas. Et pendant des années d'ailleurs, et je me tourne vers certaines personnes ici comme Yann Potin, que vous avez eu le plaisir de voir tout à l'heure, avec qui j'ai eu le plaisir de beaucoup fouiller, on commence par fouiller une grotte, on commence par fouiller une strate, elle est comme ceci, elle est comme cela, elle a une forme comme ci, comme ça, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui disparaissent. Et en fait, tant qu'on n'a pas atteint le bedrock, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous, on n'a rien compris. Et pendant des années et des années et des années et des années, on fouille, on descend, strate par strate. Et petit à petit, on finit par comprendre que la forme initiale du bedrock expliquait pourquoi est-ce que les couches qui se sont déposées ensuite avaient telle forme, telle circonférence, telle amplitude, qu'elles étaient comme ceci, comme cela. C'est très long, très fastidieux. Mais à la limite, quand on fouille une grotte, quand on fouille un site, au moins l'avantage c'est que le bedrock, il y en a. Il y a un bon vieux calcaire à un moment donné, bien dur, sur lequel est venu ensuite se déposer l'ensemble de l'histoire de ce site en particulier. Le gros problème qu'on a avec l'histoire de l'humanité, et c'est ce que mon camarade vous a exprimé avec une certaine véhémence, c'est que le bedrock, il est mou. On ne sait pas très bien où il commence et où est ce bedrock. Et j'aimerais presque vous poser la question d'ailleurs, où est votre bedrock ? Par quoi est-ce que vous choisissez que commence l'histoire de l'humanité? À quel moment vous dites, bah tiens, là, ça va commencer? Mais ceci dit, si je vous dis ça, je suis persuadé qu'on peut vous prendre au piège en disant, mais et juste avant, qu'est-ce qu'il y avait?
Et petit à petit, comme dans des sables mouvants, vous vous enfoncez dans un bedrock qui disparaît sous vos pieds. Les historiens, je me tourne vers eux, ils sont nombreux, célèbres, dans cette salle en particulier, dans cette salle, dans cette voûte étoilée. Quel est leur bedrock? Ils vont nous dire gentiment, c'est l'écriture. Ça, c'est un bedrock quand même extrêmement mou. Certes, une écriture, c'est quelque chose de tangible, mais en attendant, l'écriture, elle ne sort pas de nulle part, et il y a bien des choses avant l'écriture. L'écriture, en plus, vous voyez, les historiens, 6 mm, je vous rappelle. 6 malheureux millimètres par rapport aux 7 mètres, c'est ça que tu présentais? Ceci dit, 6 mm qui sont tellement peuplés d'événements, de phénomènes, etc., que nous autres pauvres préhistoriens, on est quand même extrêmement jaloux. On est évidemment très jaloux des récits que sont capables de raconter les historiens, qui, eux, peuvent avoir des personnages, qui vous racontent des choses, qui vous fascinent, qui vous enivrent de tous ces grands héros, ou autres, d'ailleurs, anonymes ou pas anonymes, d'ailleurs. Alors que nous, pauvres préhistoriens, nous n'avons que des processus totalement anonymes à vous raconter. Ce que tu présentais tout à l'heure, par exemple, au Sapiens, quand on vous dit 300 000 ans, certes, voilà, bon, mettons que ce soit une forme de bedrock, Sapiens, c'est notre bedrock à nous en tant qu'espèce, en tout cas. Mais ceci dit, le processus qui fait que Sapiens va progressivement peupler la Terre, c'est un processus qui s'étale sur à peu près 150 000 ans. Donc il va de soi que là, on n'est pas du tout dans un phénomène événementiel, on ne raconte pas des événements particuliers, on va raconter un immense processus qui très progressivement définit et sculpte un paysage humain tel que nous en sommes directement certes les héritiers, mais qu'il est très compliqué évidemment de raconter en détail. On évoquera aussi tout à l'heure la néolithisation, c'est-à-dire le moment où les populations ont commencé à développer une agriculture et un élevage. Là aussi, on aimerait bien raconter des événements. On aimerait bien raconter le premier type qui a planté du blé ou le premier type qui a traité une chèvre et fait du fromage. Mais il va de soi que tout ça s'inscrit sur des processus de plusieurs milliers d'années, depuis quelques foyers dans le monde. Il y en a un au Proche-Orient, il y en a un en Chine, il y en a un, par exemple, en Amérique centrale. Et tout ça, évidemment, nous définit en tant que tel, mais néanmoins est l'objet de processus qu'on ne peut pas raconter à travers une série événementielle. Alors qu'on aimerait beaucoup savoir de quelle matière événementielle sont faits les processus que nous autres préhistoriens nous sommes amenés à étudier. Mais on ne peut pas vous présenter des événements, ni a fortiori des personnages qui animent ces événements. Bon, vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce que ça change finalement? Ben, ça change que quand on vous raconte l'histoire de l'humanité depuis les 7 millions d'années jusqu'aux 6 mm, en fait, on change de mode de récit. Le mode de récit préhistorique est très différent du mode de récit historique. Il y a un changement de pied qui s'opère, et qui fait qu'on fait semblant, en fait, quand on vous raconte une histoire de l'humanité, on peut vous raconter une histoire de l'humanité, par exemple, dans le programme de 6e, on vous raconte une histoire de l'humanité, une grande fresque comme ça, vous avez tous vu dans les écoles aussi, on fait des grandes fresques chronologiques, mais en réalité, on vous parle de choses qui sont tellement différentes dans la façon dont on les a appréhendées, qu'à la fin, le récit est complètement différent. L'histoire de l'humanité, à la fin, ça devient une espèce de Frankenstein, dans lequel on a coupé un petit peu de biologie, un petit peu de patates, comme on a dit tout à l'heure, un petit peu d'histoire, un peu d'événements, etc., etc. Puis on finit par fabriquer un personnage, un portrait robot d'histoire de l'humanité, mais qui de fait est très très loin, évidemment, de raconter sur le même plan une même histoire. On a des pithécanthropes qui dansent la java, on a des sapiens archaïques américains qui dansent la salsa, on a je ne sais pas qui encore qui danse autre chose, et on fait croire que tout ça est une valse des temps coordonnée en rythme. En réalité, évidemment, il y a 10 000 rythmes qui sont à l'intérieur de tout ça. Pour vous faire bien appréhender ça, les historiens, eux, sont du côté de l'histoire. Ils vous racontent effectivement un récit à caractère historique. Et les préhistoriens, souvent, nous, on nous demande d'être du côté de l'essence. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait l'essence de l'homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme est ce qu'il est, et depuis quand est-il comme cela, et quelles sont ses facultés particulières qui font que l'homme est une espèce à part, quand bien même il aurait 40% de commun avec la patate? L'essence de l'homme. En fait, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que ça fait quand même hyper longtemps qu'on est là. Et le plus dingue, c'est que tout ce qui s'est passé là, entre le début de l'hominisation et l'invention de l'écriture, donc vers moins 4000, moins 3000, les 5-6 derniers millimètres dont je parlais tout à l'heure, eh ben, on n'en sait quasiment rien. Et pourquoi? Non, répondez pas, hein, c'est purement rhétorique. Hein, vous continuez à bien fermer vos gueules, d'accord? Donc pourquoi? Eh bien, précisément parce qu'on n'écrivait pas. On n'écrivait pas. Alors quand on s'est mis à écrire, là oui, c'était facile, on a commencé à raconter exactement ce qui s'était passé, mais avant, pendant des centaines de milliers d'années, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On peut faire que des hypothèses. Et des hypothèses qui n'arrêtent pas de changer parce qu'on n'a aucun témoignage vraiment fiable parce qu'on n'écrivait pas. On n'écrivait pas. Non, on peignait. On peignait. Ah, ça oui. Et on peignait beaucoup dans les grottes. On peignait des animaux principalement.
Les animaux. Alors là non plus, on ne sait pas du tout pourquoi. Alors il y a eu plein d'interprétations. Ah oui, alors les animaux, bon, oh là là, alors les animaux, la chasse, la religion, je ne sais pas quoi, le dieu ours, la déesse panthère, enfin un peu n'importe quoi en fait. Hein. Mais parce qu'en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors moi, j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui en même temps me paraît quand même relativement indiscutable. Je pense qu'on peignait des animaux parce qu'il y en avait. Bah si, bah si. Bah si, aujourd'hui c'est sûr, il y en a beaucoup moins, mais à l'époque, quand on sortait des grottes, bah on voyait quoi? Bah des animaux. Des animaux partout. On en voyait sûrement beaucoup plus que des hommes, parce que des hommes, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, puis des animaux, il y en avait plein. Donc on peignait des animaux, voilà. Alors après, c'est sûr, c'est sûr que si tu sors dans la rue aujourd'hui, que tu regardes autour de toi, le premier truc que qui va te venir à l'esprit, c'est pas de peindre des animaux. Hein. Si tu as envie de peindre. Hein. Vous avez déjà vu la grotte Chauvet? Ouais, hein, c'est en Ardèche. Non, non, mais allez voir, c'est incroyable vraiment. Enfin, je dis allez voir des photos, hein, parce que la grotte Chauvet, on ne peut pas la voir, c'est comme la grotte de Lascaux, c'est interdit au public. C'est trop fragile. Il n'y a que les présidents de la République qui ont le droit d'entrer pour de vrai dans des endroits comme ça. Bah si. On les voit parfois hein, dans des reportages avec des blouses blanches, des chapeaux ridicules. Là. Le président machin visite en famille la grotte de Lascaux. Vous avez jamais vu ça? Non mais quand même, quand il pense, entrer pour de vrai dans la grotte de Lascaux, moi je trouve que c'est la seule vraie motivation pour devenir président de la République. Non mais parce que quand même, t'imagines, les présidents de la République dans la grotte de Lascaux, quand même. Les présidents de la République, mais c'est pas du gâchis, sérieusement? Hein? Bon, ben, la grotte Chauvet, c'est un peu comme Lascaux, sauf que c'est plus ancien et qu'à mon avis, c'est encore plus beau. Parce qu'il y a des mammouths, il y a des ours, des chevaux, des aurochs, des bouquetins, des rennes, des panthères, des rhinocéros. Des rhinocéros, ça vous épate pas? Des rhinocéros en Ardèche? Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de rhinocéros en Ardèche? T'imagines? Les gars, ils sortaient des grottes, tac, un rhinocéros! T'as vu quoi aujourd'hui? 2 mammouths, 5 panthères et 3 rhinocéros? Et non, mais faut les peindre, les gars, parce que dans 50 000 ans, personne ne nous croira. Enfin, je dis les gars, sauf qu'apparemment, c'est des femmes. C'est des femmes qui faisaient les peintures dans les grottes. Ouais, c'est vrai. Et ça, on le sait, enfin on croit le savoir à cause des traces de mains. Il y a des traces, des empreintes de mains comme ça, peintes dans les murs des grottes, et ce n'est pas des mains d'hommes, c'est des mains de femmes. Comme des signatures un peu. Non mais c'est quand même dingue, non? Parce que vous pouvez en citer combien des femmes peintes dans l'histoire de la peinture? Non, mais faites le test. Pensez tout de suite à un peintre, là. Hein, le premier qui vous vient sans réfléchir, un peintre célèbre, allez-y. Bon, est-ce que c'est une femme? Ne répondez pas. Bon, ben voilà. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont dû penser à Picasso ou à Van Gogh. En tout cas, je suis quasiment sûr que vous avez dû penser qu'à des hommes. Il y en a combien qui ont pensé à Frida Kahlo ou à Dora Maar? Hein? Ben voilà. Et après, on te parle de progrès. Ouais. Et en plus, pardon, mais quand tu regardes les peintures de la grotte Chauvet, à mon avis, ça vaut quand même largement Van Gogh ou Picasso. Surtout Picasso. Ouais, c'est de la merde, Picasso. Tiens, puis d'ailleurs, à propos de progrès, dans la grotte Chauvet, il y a des peintures d'animaux assez étranges. Comme si les gars, comme si les femmes peintes de la préhistoire, mais comme si elles avaient décomposé le mouvement de l'animal. Par exemple, il y a une tête de panthère, puis juste à côté, mais presque un peu mélangée avec la première, tu as une autre tête de panthère. Et puis encore après, tu as une autre tête de panthère, et puis après encore une autre tête de panthère, et encore après une autre tête de panthère, mais comme ça, hein, en série, collées les unes aux autres. Puis tu as ça aussi avec des chevaux. Allez, tu m'écoutes? Avec des chevaux ou avec des bouquetins. Alors évidemment, on s'est demandé pourquoi, et donc pourquoi? Réfléchissez un peu, répondez pas. On est dans des grottes. Donc, dans le noir. Hein, la plupart du temps. Et comme c'est la préhistoire, on s'éclaire avec quoi, la préhistoire? Ben oui, avec des torches, avec du feu. Voilà. Et le feu, c'est une lumière qui quoi? C'est une lumière qui bouge. Et donc, quand on éclaire les peintures de la grotte Chauvet avec une torche, et même qu'on déplace
la torche devant les peintures, il se passe quoi? Eh bien, les animaux, ils bougent. Ouais, ouais. Donc après, on te parle de progrès. Ouais. Mais n'empêche que dans la grotte Chauvet, vers moins 40 000, hein, il y a des femmes qui ont inventé le cinéma, et puis voilà. Alors je disais quoi, moi? Ah oui, 7 mètres, 6 millimètres, et les sapiens. Voilà, à toi. Alors là, avec l'art préhistorique, on est sur du bedrock, là. En gros, d'où vient notre sensibilité à nous, êtres humains, à produire un imaginaire à travers des œuvres, etc., etc. Il est vrai néanmoins que quand on considère ces œuvres, si on parle d'interprétation, mon cher confrère, il est hors de question naturellement que je mette en cause la pertinence de vos vues, mais il est vrai que ça nous en apprend tout autant sur nous-mêmes que sur les œuvres elles-mêmes, puisque par définition, on n'a pas le lexique pour décoder ces œuvres. On ne sait pas du tout de quoi elles sont, qu'est-ce qui les sous-tend. Et donc du coup, l'histoire des interprétations sur l'art préhistorique, ne le prenez pas mal. L'histoire des interprétations de l'art préhistorique, dont vous venez d'avoir ici une des dernières versions, est peut-être prometteuse. On apprend beaucoup, évidemment, sur notre rapport à l'homme préhistorique. Et comment est-ce que cet homme préhistorique, on l'a progressivement, on se l'est apprivoisé, en tout cas, comment on a conçu l'idée d'un homme préhistorique. Alors, quelques petits jalons dans l'histoire, justement. La préhistoire, donc les 7 mètres moins 6 millimètres, est un continent temporel découvert récemment. Autant, je dirais, vous voyez, les Européens ont découvert des continents depuis le XVe siècle et n'ont jamais, et d'ailleurs ont découvert des continents bien plus importants que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. C'est pareil pour le temps. On n'a aucune idée de la préhistoire jusque vers les années 1830, 1840, 1850. On a quelques jalons comme ça qui laissent penser qu'il peut y avoir des choses antérieures à ce que justement les 6 mm ont raconté. Mais grosso modo, on n'a pas de conscience de la préhistoire avant les années 1830, 1840, 1850. Et ça va progressivement, je dirais, sortir de terre par des savants de différentes natures. D'ailleurs, au départ, c'est plutôt des paléontologues, géologues qui s'intéressent à l'histoire de la Terre et qui, eux, vont plutôt s'attacher à travailler sur précisément l'évolution de la vie sur Terre et qui, incidemment, d'ailleurs sans s'y attendre, vont rencontrer l'homme. On va aussi avoir des gens qui, au contraire, et c'est un autre mouvement, c'est plutôt au départ des antiquaires, des gens qui s'intéressent à l'Antiquité, qui remontent le temps pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière les grandes civilisations et qui vont, eux aussi, sans s'y attendre, rencontrer la préhistoire. Et en gros, le mariage entre ces différents savants qui vont découvrir qu'il y a un continent temporel ignoré sous nos pieds se fait dans les années, en gros, 1850. Et à leur très grande surprise, assez rapidement, en tout cas en France, le sud de la France, d'ailleurs pas loin d'ici, quand on voit par exemple les grottes de Tautavel qui ont commencé à être fouillées par Marcel de Serres et autres dès les années 1820-1830, même si là c'est beaucoup plus ancien, ou pas très loin d'ici, à Bise par exemple, dans le Minervois. Une des premières surprises, en fait, c'est découvrir précisément des dessins, des gravures, des œuvres d'art. Et au départ, ils sont très étonnés en fait par la qualité plastique de ces œuvres. Mais ça reste des petites gravures sur des bouts d'os, des galets, etc., etc. Donc ils imaginent plutôt que ça peut être le fruit d'un travail comme passe-temps. En gros, ils sont sortis, ils ont vu des animaux, ça c'est vrai, Ouais. et ils ont gravé un animal. Très bien. Donc là, ça corrobore parfaitement. Parce qu'il y en avait. Parce qu'il y en avait. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que c'est à la fois c'est grâce aux animaux qu'on a pu avoir la démonstration de l'antiquité de l'homme. Parce que vous vous doutez que vers 1850-1860, la découverte de la préhistoire, évidemment, ne se fait pas de manière brutale et du jour au lendemain. Il y a plein de gens qui refusent d'imaginer qu'il puisse y avoir un temps aussi ancien. Et en fait, de manière assez jolie, c'est précisément la gravure d'un mammouth sur une défense d'ailleurs de mammouth trouvée à la Madeleine en Dordogne par Larté, qui a été la démonstration de l'antiquité de l'homme. Puisque l'homme avait vu le mammouth, donc il était au moins aussi ancien que le mammouth. Donc les animaux, et ça rejoint totalement votre interprétation, mon cher confrère, ont été un des éléments de démonstration de l'ancienneté de l'homme, puisque précisément c'est à travers les animaux que l'homme a pu démontrer son ancienneté. Ça, c'est les premiers temps. Et puis après, ça les embête un peu parce qu'ils commencent à trouver des peintures sur les parois des grottes. Et notamment en Espagne, à Altamira, vers 1879-1880, sont découvertes les premières peintures. Et là, elles sont tellement belles et tellement spectaculaires qu'ils ont un petit peu de mal, les préhistoriens de l'époque, à accepter l'idée que ça puisse être des œuvres aussi anciennes. Et pendant assez longtemps, dès lors que les populations préhistoriques sont qualifiées de populations primitives, on aura beaucoup de mal à accepter qu'elles aient pu avoir justement des facultés
intellectuelles, psychiques, esthétiques, qui leur permettent de faire des œuvres de telle facture. Et en gros, il va falloir une bonne trentaine d'années, le début du XXe siècle, pour qu'on finisse par accepter cela. Et de manière simultanée, d'ailleurs, c'est la même chose dans les arts dits premiers. Les arts dits primitifs, quand on découvre des parois ornées, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit un peu partout dans le monde, pendant très longtemps, même si on commence à s'y intéresser, on considère qu'il s'agit d'un art primitif qui, évidemment, ne peut pas rivaliser avec l'art occidental, ou en tout cas l'art des grandes civilisations. Assez d'ailleurs de manière intéressante, même si je comprends parfaitement votre diatribe contre Picasso, bien entendu. Mais des artistes comme Picasso, par exemple, se sont assez tôt intéressés justement à ces formes d'art qui les décentraient complètement par rapport à l'héritage européen. Quoi qu'il en soit, pendant assez longtemps, je dirais grosso modo, on était dans une vision de l'homme où il y avait une évolution qui devait tendre naturellement vers les populations et les grandes civilisations. Et donc tout ce qui était sur le chemin était considéré comme primitif et qualifié comme tel. Et puis, je ne vous apprends rien en vous rappelant à quel point le XXe siècle a été un siècle extrêmement de remise en cause extrêmement profonde, précisément, de cet évolutionnisme radical et de toutes les dérives qu'il avait pu avoir. Et à partir des années 50-60, on a commencé au contraire à renverser la vapeur et à considérer qu'il fallait non pas considérer ces œuvres d'art primitifs à travers le monde ou très anciennes en préhistoire comme les témoignages d'une primitivité, mais au contraire qu'il fallait les voir comme quelque chose qui était un geste premier. D'ailleurs, le mot a changé de sens, l'art primitif est devenu un art premier, et on a commencé à dire au contraire, voilà, ça c'est la première fois que l'homme est devenu totalement homme, qu'il s'est révélé à lui-même à travers ses productions artistiques. Et là, il y a quelques grands jalons dans cette histoire. On parlait tout à l'heure de Bataille lorsqu'il est à Lascaux, par exemple, le livre de Bataille sur la naissance de l'art à Lascaux, par exemple. Et tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, ce phénomène s'est accentué au point que maintenant, l'art premier est devenu un art qui a pignon sur rue et qu'il y a un tourisme qui s'est développé de manière considérable, aussi bien pour aller voir les grottes ornées anciennes que pour aller voir les peintures rupestres du Drakensberg en Afrique du Sud, ou que l'art aborigène, par exemple, est devenu un art qui a une véritable valeur pour notre monde actuel. Et donc on s'est emparé de cet art, on s'est emparé de cela avec ceci d'assez drôle que nous n'en comprenons pas le sens. Et qu'aujourd'hui, on voit des centaines de milliers de personnes, et j'en suis, qui se précipitent pour aller voir l'excellente réplique de la grotte Chauvet ou la très belle réplique de Lascaux. Je peux que vous inviter à y aller si vous n'y avez pas été. Ne répondez pas, je rappelle que c'est interdit de parler dans cette salle. Mais je peux que vous inviter à y aller, tout en sachant que vous allez avoir, et bien évidemment, tout un tas de propositions, d'interprétations sur cet art, mais qui, à chaque fois, renvoient davantage à des présupposés, souvent des auteurs, que sur réellement la nature du message qui nous est à peu près impossible à percer. Mais néanmoins, le choc esthétique que représente cet art est un choc existentiel qui nous ramène à ce que nous considérons comme l'humanité en général. Et cette humanité, du coup, elle puise ses racines dans le Paléolithique. Elle l'épuise depuis au moins 30, 40, 50 000 ans peut-être, si on considère certaines dates, par exemple, actuellement en Indonésie et en Australie. Et elle nous renvoie au contraire à d'autres phénomènes qui seraient que cette humanité très ancienne, qui se serait révélée à elle-même très anciennement, aurait ensuite été transformée radicalement par d'autres phénomènes dont nous sommes plus directement, nous, occidentaux, les héritiers, comme par exemple le néolithique. Ouais. Bon. François, bon. Bon, mais François, le moment important, en fait, c'est là. Hein, enfin, par là. Hein, moins 10 000, moins 8 000, par là. Ça, c'est quoi? Répondez pas. Ça, là, ça, c'est la révolution néolithique. La révolution néolithique. La révolution néolithique, ouais. Et là, avant, c'est le quoi? Ne répondez pas, c'est le paléolithique. Néolithique, paléolithique. Néo, ça veut dire nouveau, et paléo, ça veut dire vieux. Et lithique, ça veut dire pierre. Programme de 6e. Hein. Vieux, nouveau. Non, mais rien que ça, déjà, mais bon. Donc, la révolution néolithique. Ouais, bon, alors, la révolution néolithique, c'est quoi?
Alors la révolution néolithique, on nous dit, l'histoire qu'on nous raconte habituellement, c'est qu'un jour, enfin un jour, là aussi c'est comme pour le reste, hein, ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, ça a pris des centaines, voire des milliers d'années. Bon. Mais disons qu'à un moment donné, les Homo sapiens se sont sédentarisés. Les Homo sapiens se sont sédentarisés, c'est très important, ça vous pouvez le noter. Hein, parce qu'avant, on était nomades. Hein. Pendant tout le paléolithique, on était nomades. Bon, mais là, vers moins 10 000, moins 8 000, eh bien, il y a quelques groupes de sapiens qui ont arrêté de se déplacer. Et ils se sont fixés sur leur territoire. Et ça a été rendu possible par deux inventions majeures, lesquelles ne répondaient pas. L'agriculture et l'élevage. L'agriculture et l'élevage, c'est fondamental. Avant le néolithique, on était des nomades chasseurs-cueilleurs. Et là, on devient des sédentaires agriculteurs-éleveurs. C'est-à-dire qu'on commence à dominer la nature, à la domestiquer, à la transformer, et ça change tout. Hein, évidemment, maître et possesseur de la nature, ça change tout. Et déjà, première chose fondamentale, l'agriculture et l'élevage, ça permet de sécuriser l'alimentation. C'est-à-dire que les sapiens ne dépendent plus de ce qu'ils trouvent dans leur environnement pour se nourrir, hein, comme au paléolithique, quand ils étaient encore chasseurs-cueilleurs, mais désormais, ils produisent eux-mêmes leur propre alimentation, agriculture, élevage, donc on va pouvoir nourrir de plus en plus de gens. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est l'histoire, bien sûr, qu'on nous raconte. Hein. Ça, c'est l'histoire qu'on nous enseigne à l'école. Sauf qu'en 1972, à Varna, en Bulgarie, sur les rives de la mer Noire, il y a deux archéologues, Mikhail Lazarov et Ivan Ivanov, le notez pas, ont fait une découverte très importante. Ils ont découvert une nécropole, c'est-à-dire un cimetière, hein, si vous voulez. Un cimetière de plus de 300 tombes datant de moins 4500 environ. Hein. Et moins 4500, c'est là, ok ? Bon, alors ce n'était pas la première fois qu'on découvrait un cimetière aussi vieux. Hein. On en avait découvert d'autres plus anciens qui dataient du début du néolithique vers moins 7000, moins 6000 par là. Et dans les cimetières qu'on avait découverts jusque-là, les tombes sont à peu près toutes les mêmes. Elles contiennent un corps, quelques objets, des poteries, des outils, enfin pas grand-chose en fait. Bon. Mais à Varna, c'est pas du tout pareil. Parce qu'à Varna, sur les 300 tombes, la plupart ressemblent à toutes celles qu'on avait découvertes jusque-là. Hein. Il y a juste quelques objets utilitaires, bon, ou rien du tout, hein, parfois juste un corps. Bon. Mais à Varna, il y a aussi 12 tombes qui n'ont absolument rien à voir avec les autres. 12 tombes qui concentrent une richesse absolument inouïe pour l'époque, 12 tombes dans lesquelles on trouve des objets en or, les premiers objets en or de l'histoire de l'humanité. Des sceptres, des armes, des colliers, des bracelets, des pièces cousues sur les vêtements ou sur les coiffures. Et parmi ces 12 tombes, il y en a une qui se distingue encore plus des autres parce qu'elle concentre à elle seule près d'1 kilo d'or, 1 kilo d'or en objets divers. Ce qui est absolument dingue hein, pour l'époque et totalement inédit dans l'histoire de l'espèce. On n'avait jamais vu ça. C'est évidemment la tombe d'un homme adulte, c'était la tombe d'un chef. À Varna, sur 300 tombes, on découvre 288 tombes de grouillots sans intérêt, 11 tombes de type beaucoup plus important et une tombe d'un type vraiment très important, enterrée avec 1 kilo d'or. Eh bien, à Varna, en 1972, on découvre ce qui, à mon avis, reste la vraie grande invention du néolithique. La vraie révolution, le vrai grand bouleversement, l'invention de l'inégalité entre les sapiens. La grande distinction entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Entre ceux qui se font enterrer avec 3 pauvres poteries et ceux qui se font enterrer avec 1 kilo d'or. Eh bien ça, évidemment, les chefs, l'inégalité, la domination d'un très petit nombre d'hommes sur la grande masse de toutes les autres, ça n'apparaît qu'avec la sédentarisation, ça n'apparaît qu'avec les villes, avec l'or, avec l'accumulation des richesses. Et là, ce qui explose, là, fondamentalement, c'est l'inégalité. Hein, alors c'est vrai qu'on est habitué, on est des vrais néolithiques. Ben oui, aujourd'hui, 1% des sapiens possèdent la moitié de la richesse mondiale et apparemment, ça ne nous pose pas tellement de problèmes, si? Eh ben, c'est le cimetière de Varna, mais à l'échelle planétaire.
Et on trouve ça normal, non? On trouve ça naturel, c'est la nature humaine. Hein, ceux qui commandent, ceux qui obéissent, ceux qui sont tout, ceux qui sont rien, les premiers de cordée, les premiers de corvée. C'est la nature humaine, non? Alors, campons un peu le décor. C'est vrai qu'il y a à peu près 15 000 ans, grosso modo, si on prend le monde il y a 15 000 ans, Sapiens est d'ores et déjà la seule espèce. Il a fini par recouvrir, intégrer, supplanter. Ça dépend des modèles, ça dépend des discussions. Je pense que beaucoup d'entre vous ici ont déjà entendu parler des relations complexes, peut-être, amoureuses ou belliqueuses, entre lui et Néandertal, par exemple. Quoi qu'il en soit, il y a 15 000 ans, grosso modo, Sapiens a pris toute la place. Il est devenu l'unique représentant de cette lignée qui est celle des hominidés, et dont nous sommes aujourd'hui, comme vous le savez, tous directement issus. Et par ailleurs, il s'est répandu sur l'ensemble de la planète. Par un phénomène qui, évidemment, à une échelle des temps, peut paraître très long, mais qui pour nous est relativement court. En fait, ça a pris à peu près 50 000 ans. On va dire que les sapiens sortent d'Afrique entre moins 100 000 et moins 50 000 ans, et en à peu près 50 000 ans, grosso modo, ils se répandent sur le reste de la planète, donc ils recouvrent des espaces qui étaient déjà occupés par des formes plus anciennes, comme par exemple Néandertal, comme par exemple Homo erectus. Et puis il va aller au-delà de ces frontières du monde tel qu'il était à l'époque, et il va aller jusqu'en Océanie, en Australie par exemple. Il va finir par arriver jusqu'en Amérique et à peupler les deux Amériques, de manière d'ailleurs relativement rapide. Donc il y a 15 000 ans, grosso modo, Sapiens recouvre l'ensemble de la planète, à l'exception, évidemment, de quelques îles lointaines qu'il faudra attendre bien longtemps les caravelles et autres navires pour pouvoir atteindre, ou bien des endroits où on n'est pas vraiment encore, comme le pôle Sud, par exemple. Enfin, on y a été, mais enfin, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'y séjourne pas beaucoup, quoique en ce moment, avec la chaleur qu'il fait, on peut rêver d'avoir des vacances au pôle Sud. Ça, c'est il y a 15 000 ans. À ce moment-là, l'homme a déjà développé des comportements qu'on a vus tout à l'heure, comme par exemple les comportements symboliques, artistiques, etc., qu'on peut appliquer, qu'on peut penser être des comportements à caractère religieux, et qu'on peut même sans doute, dans certains cas, considérer comme des comportements politico-religieux, puisque derrière les discours qui sont rendus à travers ces œuvres, même si on n'en maîtrise pas le sens, il est bien certain que ça doit dire quelque chose de l'ordonnancement du monde, de la façon dont l'homme se perçoit dans l'univers, de la façon dont il conçoit les rapports de force qui existent à l'échelle de l'univers qui est le sien, notamment un univers animalier, et je reviens encore à votre théorie de tout à l'heure. Et par conséquent, il est assez vraisemblable aussi que quand on était un jeune aurignacien, par exemple, et qu'on était emmené à la grotte Chauvet, on connaissait là une initiation à cet ordre du monde, plus ou moins caché. D'ailleurs, s'ils l'ont mis dans les entrailles de la Terre, on peut penser précisément que ça répond à des éléments justement où on va être initié à ces mystères du monde. Et on peut, de manière à très gros traits, considérer que peut-être cet art porte en lui quelque chose qui est d'ordre politico-religieux. Pourquoi j'insiste sur ce mot-là? C'est parce que dans la vision que vous nous avez traduite, mon cher collègue, il y avait un côté un peu New Age du politique. En gros, les chasseurs-cueilleurs, heureux, tranquillou-bilou, se promenant nus, plus ou moins nus, dans la savane, ou bien avec de belles fourrures confortables, dans la steppe froide, sans, je dirais, sans foi ni loi. Alors qu'ils avaient déjà, les malheureux, conscience de la mort, depuis belle lurette, puisque ça c'est peut-être un des éléments clés aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, hein, vous vous en souvenez. C'est l'apparition des premiers signes d'un rapport à la mort, qui lui, à travers les premières sépultures, apparaît autour de 100 000 ans à peu près, et qui n'est pas que le propre de Sapiens d'ailleurs, qu'il partage avec ses cousins, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, longtemps après, apparaîtront effectivement ces productions symboliques dont on vient de parler, c'est-à-dire l'art préhistorique autour de 40 ou 50 000 ans. Là où je voulais en venir, c'est que loin d'être des êtres qui n'ont sans doute aucun rapport politique dans leur façon de considérer le fonctionnement d'un groupe, ce sont certainement des gens qui ont d'ores et déjà des règles, des lois, des fonctionnements, des normes, qui s'expriment de différentes façons, et on peut penser que l'art préhistorique est là justement pour exprimer, en partie à travers des mythes peut-être, ce qui était le fondement de leur croyance et de leur perception du monde. Le néolithique, en revanche, lui, il est souvent présenté comme le terreau à partir duquel ont été bâties toutes les grandes inégalités. C'est ce que vous venez de rappeler aussi bien.
Et actuellement, il y a un vrai débat chez les préhistoriens de dire est-ce qu'il y avait une inégalité dans les populations paléolithiques? Ou est-ce que l'inégalité a été inventée par le néolithique? Et derrière ça, d'ailleurs, il y a des courants philosophiques qui s'expriment. Par exemple, c'est vrai que dans une certaine perception qui consiste à dire que peut-être le néolithique invente la richesse, et en inventant la richesse, invente par définition l'inégalité. Alors que les sociétés qui sont des sociétés sans richesse seraient par définition des sociétés égalitaires. Le paléolithique serait sans richesse et il serait égalitaire. Le néolithique serait à richesse, avec richesse, et il serait inégalitaire. C'est un vrai débat en ce moment, qui d'ailleurs le balancier n'arrête pas de courir dans un sens ou dans l'autre. Il y a une trentaine d'années, il était de bon ton de dire effectivement le paléolithique, c'est des sociétés sans richesse égalitaire. Aujourd'hui, le balancier est reparti dans l'autre sens et il y a pas mal d'ouvrages qui fleurissent pour dire qu'au contraire, il y a peut-être déjà des formes d'inégalité et que peut-être chez Sapiens, l'inégalité est de l'ordre de l'essence. Parce que je reviens encore à cette opposition un peu entre la construction historique qu'on doit aux historiens et la quête d'une essence qui est souvent que les préhistoriens aiment bien mettre en scène. Quoi qu'il en soit, le néolithique, si on revient maintenant aux faits, le néolithique, effectivement, c'est la sédentarisation. Le premier foyer de sédentarisation avéré, clair, documenté, il se passe dans la vallée du Jourdain. Et d'ailleurs, c'est un des directeurs du Centre de recherche français à Jérusalem, c'est pas pour faire une... Voilà, mais c'est vrai, Jean Perrault, qui a été un des premiers à fouiller un site qui s'appelle Malara, dans la vallée du Jourdain, qui montrait des populations de chasseurs-cueilleurs, ils ne sont pas du tout agriculteurs, mais qui, à un moment donné, s'installent et au lieu de nomadiser, restent au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils s'installent dans un environnement lacustre, dans lequel, autour des lacs, ils ont la capacité à subvenir à leurs besoins tout au long de l'année sans avoir besoin de bouger. Parce qu'autour des lacs, évidemment, il y a déjà un gibier captif, c'est les poissons, et puis il y a tout un tas de bestioles qui viennent manger, boire, etc. etc. Et puis petit à petit, ils s'intéressent aussi aux plantes qui traînent dans le coin, notamment des espèces de graminées sauvages, qui vont progressivement... d'abord récolter sous forme sauvage, puis qui vont progressivement jardiner, progressivement replanter. Et là, on va basculer effectivement dans la domestication des plantes, et puis progressivement dans la domestication des animaux. Avec un animal qui lui avait été domestiqué bien avant tous les autres, c'est le loup, qui lui est domestiqué depuis au moins 15 ou 20 000 ans. Alors là, on a un vieux compagnonnage avec le chien, puisque là, depuis très 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 longtemps, en fait, l'homme est associé au chien, à telle enseigne d'ailleurs qu'il n'y a pas de population humaine sur la planète qui n'ait pas de chien. Et réciproquement, il n'y a pas de chien sans homme, ça vous le saviez déjà. Mais par contre, peut-être vous ne saviez pas qu'il n'y a pas d'humain sans chien non plus, depuis au moins 10 ou 15 000 ans. Bref, ça se passe dans la vallée du Jourdain. Et progressivement, effectivement, on voit démarrer la domestication. Et ce nouveau mode de société va faire tache d'huile et va progressivement se répandre sur le pourtour du bassin méditerranéen, va gagner l'Europe, la vallée du Danube, et va emporter progressivement, en quelques millénaires, l'Europe. Une histoire pas tout à fait identique, mais en tout cas une trajectoire similaire, va se passer en Chine du Sud, avec une domestication là aussi d'espèces locales, d'animaux locaux, etc. etc. Et idem d'ailleurs en Amérique centrale. Mais néanmoins, et ça c'est quand même un point très important, néanmoins, jusqu'à il y a à peu près à peine 400 ou 500 ans, c'est pas vieux, 400-500 ans, hein, à peu près un tiers de la surface de la planète était encore occupée par des chasseurs-cueilleurs nomades. C'est-à-dire que très récemment encore, la préhistoire qu'on peut dire paléolithique, c'est-à-dire des populations qui étaient chasseurs, cueilleurs, nomades, n'utilisant pas le métal, ou vraiment uniquement parfois par adoption, n'utilisant pas la céramique la plupart du temps, ou là aussi par adoption, peuplaient encore un gros tiers de la planète. C'est en gros une bonne partie de l'Amérique du Nord, certaines bonnes portions de l'Amérique du Sud, l'Australie, et puis il y avait des niches un peu partout, en Afrique, en Indonésie, etc. etc. Ça veut dire que la révolution néolithique, dont nous sommes, nous, effectivement, dans les civilisations directement héritiers, elle a vraiment la fin du processus, si on raisonne en termes de processus et non pas en termes uniquement de scansions historiques telles qu'on a tendance à les apprendre, elle s'interrompt, elle s'achève, il y a, on va dire, l'époque moderne. C'est uniquement depuis l'époque moderne que on peut dire que le monde entier a basculé dans un autre mode de fonctionnement. Ça veut dire aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est que nous, Européens, nous avons inventé la préhistoire au sens propre, puisque la préhistoire a été oubliée, complètement oubliée, nous l'avons réinventée au 19e, et nous avons fini par l'enseigner à des populations pour lesquelles, elles, en revanche, ça faisait partie d'un patrimoine qui est toujours vivant chez elles. Par exemple, si vous discutez avec des populations d'Australie, où moi j'ai eu en l'occurrence l'occasion de travailler en Afrique du Sud, il va de soi qu'en Afrique du Sud, la préhistoire, elle n'a pas la même place dans la société. Parce qu'il y a des populations qui se considèrent comme San, Khoisan, directement héritiers de ces populations-là,
C'est vrai aussi dans certaines populations amérindiennes, par exemple, où le rapport à la préhistoire n'est pas un rapport d'une réinvention d'une période, mais simplement d'une continuité avec un passé relativement récent, qui soit plus ou moins réinventé, évidemment. Je ne vous dis pas que tout ça n'est pas œuvre de réinvention et de réactivation mémorielle plus ou moins authentique. Mais quoi qu'il en soit, ce rapport que l'Occident a créé avec la préhistoire est quelque chose d'assez singulier finalement. C'est une trajectoire relativement rare dans le monde. Si on déporte notre regard de la construction des temps tels qu'on vous l'enseigne, c'est-à-dire préhistoire, histoire, etc., dès qu'on déporte le regard et qu'on regarde le monde depuis d'autres portions de la planète, en fait, le rapport à la préhistoire n'est pas du tout le même. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Oui, mais je reviens au paléolithique. Eux, là, tout ça, c'était pas des humains? Depuis moins de 300 000 ans, c'était pas des humains? Ils dominaient rien? Ils accumulaient rien, ils exploitaient personne. Là, pendant des centaines de milliers d'années, il y a juste des gens qui ont vécu pendant des centaines de milliers d'années. Des gens qui ont vécu en petits groupes, qui se déplaçaient sur des territoires immenses, au milieu de la nature, des animaux. Des gens toujours en mouvement, mais toujours immobiles. Des gens qui vivent la même vie, génération après génération, pendant des milliers d'années. Le temps suspendu, les steppes, la splendide platitude des plaines, l'infini, la vie éternelle. Ouais, mais en fait, on n'en sait rien. On sait rien de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils rêvaient, de comment ils voyaient le monde. Mais c'était des humains. C'était les mêmes que nous, hein, les mêmes. Sur le plan physique, sur le plan psychique, les mêmes. Mais on ne sait rien d'eux. Même leur peinture, on n'y comprend rien. Mais tout le monde s'en fout, quoi. À part 3 pauvres spécialistes de la préhistoire. Tout le monde s'en fout, quoi. Continue à penser que c'était des sauvages. D'ailleurs, quand des sapiens néolithiques ont croisé des sapiens paléolithiques, ça s'est souvent mal passé. Hein. Enfin, pour les paléolithiques, hein, parce qu'on les a systématiquement massacrés. Oui, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est pas linéaire. Hein, c'est comme toujours, ça s'est croisé. Il n'y a pas les sapiens qui sont passés tout d'un coup comme ça, crac, au néolithique. Non, ça a été progressif. Donc, pendant que certains bâtissaient des villes, inventaient tranquillement l'exploitation du sapiens par le sapiens, à l'autre bout de la Terre, il y en avait d'autres qui continuaient à nomadiser en vivant de chasse et de cueillette, sans emmerder personne. Mais quand ils se sont croisés, par exemple, quand Christophe Colomb et ses copains ont débarqué en Amérique, ça a été rapidement la fête. Hein. Si, c'est devenu assez intense, point de vue chaleur humaine. Hein. Buffalo Bill, le général Custer, ouais, les Indiens, ça, ils s'en souviennent encore. Quand les néolithiques ont débarqué, oh là là, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi tous ces sauvages, hein? C'est quoi tous ces gros cons qui savent même pas écrire là? Allez, dégagez-moi tout ça, on va plutôt faire des fast-foods et des autoroutes. Hein, le massacre de masse, le carnage à l'échelle industrielle, ça aussi c'est une grande invention du néolithique. Alors la civilisation. La civilisation. La civilisation. Merci.